Mesdames, Messieurs, bonsoir, puisque c'est l'heure de dire bonsoir. Hein. Oui, bonne fin d'après-midi en tout cas. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, le thème de cette conférence, c'est pandémie et demain. Alors, je ne sais pas si dans l'énoncé, pandémie est au pluriel ou au singulier. Pluriel, donc ça promet. Voilà. Alors, je vais vous présenter sommairement les personnes qui interviennent et puis je fixerai une sorte de menu ou d'itinéraire de déroulement de la conférence. J'attire votre attention sur le fait que s'il y a des questions à poser à la fin, n'hésitez pas parce qu'on est toujours un peu réfrigéré après de savoir qui est le premier, etc. Pensez aux questions que vous avez à poser parce que je vous assure que le sujet en vaut la peine. Alors, on va commencer par me présenter moi. Je suis Albert Benloulou et j'ai été plus exactement une personne qui a travaillé pendant 30 ans dans l'édition et je ne vous en dirai pas davantage. Voilà. Alors, Lucille Leclerc, bonjour. Bonjour. Lucille Leclerc est journaliste. Vous avez travaillé à une revue qui s'appelle la Revue Projet. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord et vous enseignez à l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous êtes l'auteur d'un livre coécrit avec un monsieur qui s'appelle Gaspard Dalins et qui s'appelle Les Néo-Paysans. Je présume qu'il s'agit des gens des villes qui vont s'installer à la campagne. C'est ce qu'on appelle les néo-paysans. Exactement. Voilà. Alors, également, vous avez fait un autre livre au Seuil, Pandémie, une production industrielle. Alors, c'est un livre que j'ai lu. Le voilà. Pandémie, une production industrielle. Et c'est un livre absolument effrayant et qui traite de l'élevage industriel et qui révèle les dangers sanitaires que fait peser la viande industrielle. Vous publierez prochainement un livre qui s'appelle Hold Up sur la terre, qui concernera l'accaparement des terres agricoles par la Chine et quelques grands groupes financiers, livre qui sortira l'année prochaine. Karine Lacombe. Bonjour. Je commencerai par dire que vous êtes née en Savoie. Et vous êtes professeur, infectiologue et chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes spécialiste, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, du VIH, des hépatites et de la Covid-19. Hein, vous êtes notamment en charge de la recherche thérapeutique à partir du plasma des personnes guéries du Covid-19. Ça concerne ce qu'on appelle le Covid long ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est dans la phase aiguë du Covid. Ah bon, très bien. Vous avez fait un livre, une sorte de BD, on peut dire ça comme ça, avec une dessinatrice de talent, hein, oui, qui s'appelle Fiamma Lusati. C'est un livre sous forme de BD qui raconte, côté soignant, la vie d'un hôpital, le vôtre, sous haute tension, avec l'arrivée du Covid-19 et toute l'improvisation et l'imagination dont il a fallu faire preuve pour y faire face. Oui, c'est ça, un récit graphique au cœur de la première phrase. Voilà. Faire vague. Très bien. Et c'est un livre assez original parce que ce n'est pas un format BD, mais en même temps, c'est une BD. Hein. Voilà. Elle est dans la salle, Fiamma Lusati. Elle est italienne. Vous nous en direz un mot Fiamma, oui, Fiamma, a priori, doit être là. Je ne vois pas trop où. Mais Fiamma est une autrice de BD qui tient depuis assez longtemps un blog sur la science et avec qui j'ai... Vous avez fait ce livre. Et voilà, avec qui j'ai fait ce livre l'année dernière. Voilà. Alors, Anne Levasseur-Franceschi, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, normalienne et agrégée en économie et gestion. Vous enseignez en prépa Normal Sup en zone de prévention violence à Bobigny. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que ce sont les zones difficiles, on va dire, du 93 ou d'autres départements. Très bien, mais ça méritait d'être précisé quand même, parce que voilà. Vos travaux actuels en économie de la santé portent sur des sujets pluridisciplinaires et qui impliquent économistes et praticiens de santé. Vous avez publié en juin dernier avec M. Gilles Dufresneau, macroéconomiste, professeur à Aix-Marseille, université, et qui coordonne un programme consacré aux effets des crises épidémiques sur les marchés financiers, rien que ça. Le livre qui est le sujet de notre rencontre de ce jour, Crise épidémique et mondialisation, avec en sous-titre Des liaisons dangereuses. Alors, voilà d'abord le livre de Madame Lacombe tout à l'heure que je montre, voilà.
Et puis, ce livre édité chez Odile Jacob, Crise épidémique et mondialisation. Le sous-titre est important parce qu'on l'aurait même pu inverser en disant des liaisons dangereuses. Hein, on va en parler. Alors c'est votre livre un peu qui servira de fil rouge. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur la pandémie, l'actualité est brûlante. Aussi, on ne va pas parler de l'actualité de ce jour. Pour la commenter, on va laisser ça aux journaux télévisés, aux chaînes d'information continue, le soin de commenter cette actualité. Non, nous, ce qu'on va parler, c'est plutôt parler d'avenir. Nous sommes myopes et nous savons qu'une vie humaine dure moins longtemps que celle des sociétés et qu'il nous faut lever les yeux pour tenter de deviner ce qui se cache au-delà de la pointe de nos pieds. Lors du premier confinement, je me rappelle avoir entendu autour de moi, et vous l'avez sans doute entendu aussi, deux remarques. La première, c'était de dire « rien ne sera plus jamais comme avant », et la seconde disait « tout sera comme avant, mais en pire ». Alors aujourd'hui, on va aborder cette conférence sur 4 thèmes, puisqu'on parle de l'avenir. Et on va essayer d'abord de faire une sorte de diagnostic. Qu'en est-il de la mondialisation et de ses responsabilités directes ou indirectes dans les pandémies? Quelle pandémie risque-t-on? L'inventaire des foyers porteurs de pandémies à venir et leur origine, par exemple, on fera un arrêt sur image sur l'élevage industriel. Troisièmement, la surpopulation et l'exploitation des retours naturels par les pays émergents. Et on finira, si vous le voulez bien et si on y arrive, et surtout en pensant à nos enfants, dont le présent, il faut bien le reconnaître, est plutôt triste, et l'avenir est incertain. Peut-on repenser la mondialisation en inventant de nouveaux mécanismes, sans pour autant l'abattre ou la détricoter, en inventant des mécanismes de résilience face aux crises épidémiques, en associant mondialisation, environnement et santé? Voilà le chemin d'aujourd'hui. Alors je reviens à la première. Peut-on faire ensemble un inventaire de la mondialisation et de ses responsabilités sur la et les pandémies à venir? On commence par vous, Madame Franceschi. Alors, tout d'abord, avec mon co-auteur Gilles Dufresneau, on a voulu aborder toutes ces questions avec une vision globale, c'est-à-dire qui a associé historiens, psychiatres, médecins, philosophes et économistes, bien sûr. Mais en fait, on a voulu que ces compétences croisées nous ouvrent et qu'on n'ait pas une seule vision, justement, de ces pandémies. Et en regardant l'histoire, voir un petit peu comment ça se situait au niveau historique. Donc, tout est lié, en fait, la mondialisation, les problèmes de biodiversité, de réchauffement climatique. Et on a vraiment essayé tout au long de cet ouvrage de ne pas tomber dans la virophobie, donc, qui serait une angoisse exacerbée des virus, pour justement pouvoir discerner et pouvoir comprendre de manière apaisée ce qui se passait autour de nous. Alors, ce qui a changé avec cette crise, c'est un problème de temporalité. C'est la première fois où il y a eu une immédiateté dans ce qui s'est passé. Et il y a, au XIVe siècle, par exemple, le temps que les épidémies fassent le tour de la planète, ça a pu prendre jusqu'à 10 ans. Là, on a vu qu'en quelques semaines, tout le monde a été surpris parce que ça a fait le tour de la planète. Cette immédiateté, c'est un des problèmes de nos sociétés, puisque tout est immédiat, tout est en temps réel. Mais en revanche, le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à la médecine, aux médecins, à tous les traitements, d'avoir une réponse immédiate. Et ça a développé une angoisse chez beaucoup d'individus, parce qu'on était face à un virus immédiat et diffus, et en même temps des réponses qui ne pouvaient absolument pas être immédiates. Tout ça a été très ambigu.
parce qu'on voulait des réponses immédiates, mais en même temps, on savait bien que si les réponses arrivaient trop vite, on ne pourrait pas non plus leur faire confiance. Donc, pour nous, la mondialisation, elle n'est pas coupable des épidémies, elle est responsable de l'augmentation de la vitesse de la propagation de ces épidémies. Vous avez quelque chose à ajouter sur ça? Oui, Comment alors, vous l'avez vécu, vous? oui, alors on peut peut-être déjà revenir pour comprendre le phénomène qui s'est passé sur les définitions. Qu'est-ce qu'une épidémie? Qu'est-ce qu'une pandémie? Oui. Qu'est-ce qu'une endémie? Puisque ce sont des termes qu'on a parfois tendance à confondre. En fait, une épidémie, c'est l'émergence ou la réémergence d'une bactérie, d'un virus, d'un parasite ou d'un champignon. Quand je dis réémergence, c'est que parfois, ces agents pathogènes sont très anciens. Quand on parle d'une émergence, c'est qu'ils sont nouveaux, comme ça allait avec le SARS-CoV-2, donc qui est responsable de la Covid-19. Et on passe d'un statut d'épidémie qui se diffuse dans une population au niveau local à pandémie, quand bien le local devient international, comme on le voit avec la Covid-19. Et l'endémie, en fait, c'est que le virus ou l'agent pathogène est présent dans la population depuis si longtemps qu'en fait, il diffuse partout et qu'il n'y a plus de temporalité dans sa dissémination. Effectivement, on peut dire que la Covid-19, c'est la première pandémie de l'ère moderne. Alors quand je dis moderne, c'est vraiment je dirais les 10, 20 dernières années. La dernière grande pandémie qu'on a eue, c'est celle du sida. La grande différence, en dehors du fait que ce ne sont pas du tout les mêmes virus, c'est que le sida, lui, s'est répandu à bas bruit pendant très très longtemps et qu'il a vraiment explosé à partir du moment où on a eu une accélération des échanges. Alors évidemment, pas du tout à la vitesse de l'accélération qu'on a maintenant, mais le virus du sida qui est apparu à la fin des années 1800, et les premiers cas de sida, en fait, sont probablement apparus dans les années 1920-1930, mais en fait, nous, on en a entendu parler qu'en 1980, parce qu'il a fallu qu'il quitte son foyer originel pour qu'ensuite il soit dépisté et diagnostiqué. Et tout ce chemin-là, il s'est fait progressivement avec l'augmentation des échanges. C'est un virus qui est apparu dans la forêt profonde, qui est passé de l'animal à l'homme, donc c'est aussi une zoonose, exactement comme le SARS-CoV-2, et ensuite il s'est transmis d'homme à homme. Mais pour qu'il puisse un jour inonder la planète entière, ça s'est fait à partir du moment où les échanges, alors au début en Afrique centrale, il a suivi le transport du bois, donc là on voit encore cet élément de déforestation, le transport du bois sur les grandes rivières, et puis il est arrivé dans les grandes capitales, et à partir du moment où il y a eu des échanges commerciaux internationaux, des échanges de voyageurs en avion, il est arrivé en Haïti, aux États-Unis et puis en Europe. En fait, le SARS-CoV-2, il s'est un peu passé la même chose, mais pas du tout sur 100 ans, mais sur 3 mois. Parce qu'on a une accélération très importante des échanges, cette fameuse mondialisation qu'on met un peu à la racine de nos mots, mais qu'à côté de la mondialisation, il y a aussi une atteinte de l'environnement. Ce coronavirus est un virus de la chauve-souris. Ce sont des chauves-souris qui habitent dans des endroits extrêmement reculés, des forêts profondes, et en particulier pour ces coronavirus qui sont responsables du SRAS dans les années 2000, mais également du SARS-CoV-2 maintenant. Ce sont des virus qui sont issus de chauves-souris habitant dans des grottes, dans des forêts subtropicales de Chine du Sud, et que pour qu'ils arrivent dans la communauté et qu'ils ensuite ils se disséminent très vite à la surface du monde, il faut qu'il y ait une action humaine. Le virus n'arrive pas comme ça au sein de la population. Et cette action humaine, très probablement, même si l'origine du SARS-CoV-2 est encore bien mystérieuse, il y a probablement une action humaine de déforestation et de transport. Et peut-être, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à mettre en évidence le chemin précis de SARS-CoV-2, avec peut-être des actions illégales sur la déforestation, le transport du bois et ensuite la manipulation, etc. Donc c'est sûr que la mondialisation n'est pas à l'origine du virus, mais elle va être là pour amplifier le phénomène et accélérer tout ce qu'il se passe actuellement. Alors,
on aborde un peu le deuxième chapitre, là, c'est-à-dire qu'on vient de faire un état des lieux, quoi. Et quels sont les risques de pandémie auxquels on ne pense pas, par exemple? Il y en a, là on vient d'évoquer celui issu des zoonoses, on appelle ça, des faudrait quand même... Zoonose. Oui, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, zoonose. Vous pouvez dire précisément ce que veut dire ce mot? Enfin, Karine le dira mieux que moi, je pense, mais c'est la transmission des animaux vers les hommes. Et en fait, on évalue aujourd'hui à 600 zoonoses. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Dans le monde entier, on sait à peu près l'évaluation qu'on fait. Donc, c'est absolument effrayant. Et c'est dû effectivement à l'activité humaine, mais c'est un faisceau en fait de causes, parce que c'est la déforestation, le réchauffement climatique aussi, avec toutes les migrations de population dues à ce réchauffement climatique, aux atteintes à la biodiversité, et aussi, on y pense moins directement, mais au boom démographique. Oui. Sur les zoonoses, décidément, j'ai du mal à le prononcer. Il y en a qui sont créées par l'homme, par l'élevage industriel? Alors non, on ne peut pas dire qu'elles sont créées par l'élevage industriel. Ouais. En fait, le livre que vous avez présenté, Pandémie, une production industrielle, que j'écris, est parti d'une question légèrement décalée par rapport à l'actualité. C'est: est-ce que nos animaux d'élevage subissent eux aussi des épidémies? La réponse est oui. Vous avez certainement entendu parler de la grippe aviaire actuellement. On parle aussi de la fièvre afteuse, par exemple, ou de la peste porcine. Ou la vache folle. Ou la vache folle, exactement, qui a été aussi une épidémie dans les années 90. Ce que j'ai découvert en travaillant sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a presque 3 fois plus d'épidémies dans l'élevage animal qu'il y a 15 ans au niveau mondial. Et à partir de ce constat, je me suis posé la question, tout simplement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce qui est important de dire, c'est d'abord que les épidémies dans les fermes, ça a toujours existé, mais c'est la première fois qu'on en connaît autant, et puis de cette ampleur. Alors, en fait, le travail, pour moi, ça a consisté à répertorier ces épisodes successifs qui s'accélèrent. Et je me suis demandé si ces épisodes avaient un dénominateur commun. Quand on se penche sur ces épidémies dans l'élevage animal, si tant est qu'on y parvienne, parce que travailler sur l'élevage animal, l'élevage industriel aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile, mais si tant est qu'on y parvienne, on s'aperçoit qu'il y a des facteurs qui favorisent la diffusion de virus, la diffusion d'agents pathogènes dans les exploitations agricoles. Alors ces facteurs, qu'est-ce que c'est? Comment une maladie survient dans une ferme? Alors je pense que je vais faire un résumé parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. En plus, je suis très bavarde, donc peut-être pour donner 3 facteurs qui favorisent la diffusion d'un virus. Premièrement, on a le confinement. Vous savez qu'en France, on n'a pas des fermes de 200 cochons, mais des fermes de 4000 cochons, on a des fermes de 1000 vaches. En France, les poulets sont élevés sur une surface qui fait en moyenne la taille d'une feuille A4. Ce confinement favorise la diffusion d'un agent pathogène. Alors en ce moment, on parle beaucoup de distanciation sociale. Ce bon sens avec lequel on essaye de traiter les choses chez les humains, on ne l'applique pas aux animaux. Deuxième facteur qui favorise une infection, c'est le transport. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, Karine. Est-ce que vous savez, par exemple, dans la filière industrielle dans le sud-ouest, pour le foie gras, le canard naît dans une première ferme, est élevé dans une deuxième, gavé dans une troisième, et il est abattu par un 4e acteur de la chaîne. Vous imaginez le risque? À chaque fois que cet animal est déplacé, c'est un risque supplémentaire de diffuser un agent pathogène.
Troisième facteur qui favorise l'infection, c'est la standardisation. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un élevage aujourd'hui industriel, on a une seule espèce et une seule race. Pourtant, on sait que la diversité biologique permet de diminuer le risque infectieux, puisque tous les génotypes ne répondent pas de la même façon à un virus. Et donc là aussi, une ferme industrielle décuple les risques d'infection. Alors, dans les grandes lignes, ce qu'on peut retenir, c'est que dans les 50 dernières années, on a agrandi et standardisé les élevages. Et cette transformation est à l'origine d'un boom au niveau des épidémies dans les fermes. Bien. Eh bien, elle vous l'a bien renseigné sur ce qu'on appelle les malheurs de l'élevage industriel et des conséquences, parce qu'il y a l'élevage industriel en France tel que vous venez de l'écrire, mais il y a aussi l'élevage industriel à l'étranger, et avec des contrôles qui sont bien moins stricts, je présume. Quels autres virus peut-on craindre? On m'a parlé, par exemple, des virus qui se révèlent avec le réchauffement climatique sur la banquise. Qu'en est-il, par exemple? S'il y en a d'autres, vous pouvez nous les dire. Alors, ces virus, dans ce qu'on appelle le permafrost... Il y a des gens qui sont effrayés par ça. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a vraiment des personnes effrayées par ça. Les articles scientifiques sur ce sujet sont très divisés. Certains disent que le jour où ça se réveillera, un peu comme la Chine, ça posera d'énormes problèmes et que ces virus, en fait, qui ont été congelés depuis des millénaires, qui sont des fois sur des ossements, par exemple, de mammouths, se diffuseront justement à cause de la mondialisation et des échanges. D'autres scientifiques, au contraire, et qui sont assez nombreux, disent qu'on ne peut absolument pas en fait angoisser par rapport à ces virus et ce permafrost, parce que ces virus qui sont congelés depuis des millénaires sont peut-être totalement inoffensifs et au vu de tous les articles scientifiques qu'on a lus, il y a un certain nombre de personnes qui sont venues pendant le salon et qui me disaient nous on a peur que ces virus vraiment nous sautent à la tête, se décongèlent, etc. Vraiment la revue de la littérature qu'on a faite à ce niveau-là est très différente au niveau scientifique de ce qu'on peut lire dans la presse. Dans la presse, c'est unanime, c'est très dangereux. Les scientifiques, je répète, sont vraiment divisés sur le sujet et ne disent pas du tout que c'est un des sujets brûlants. Donc voilà ce qu'on a conclu dans notre livre. On a vraiment expliqué ce permafrost, mais on n'est pas tombé dans l'angoisse de ça parce que en plus on a considéré que les problèmes qu'il y avait aujourd'hui, il fallait les traiter. On en parlera tout à l'heure, qu'il y a des moyens de traiter les choses et d'avancer, mais que l'imagination d'un problème, elle est parfois plus dure que le problème lui-même, qu'il n'y avait pas d'angoisse à avoir de manière exacerbée par rapport à ce permafrost dont on parle. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un candidat à la présidence de la République, enfin qui n'est pas encore candidat, et lorsqu'on lui parlait par exemple de ce qui se passait au Brésil avec la déforestation et les dispositions ou l'absence de dispositions que prenait le président de la République du Brésil, M. Bolsonaro, il disait il n'y a pas de raison de reprocher à ces pays de faire ce que nous-mêmes nous avons fait. C'est vrai que sur l'Europe, dans les siècles passés, on a déforesté à l'envi, etc. Et il dit, son argument, c'est de dire je ne vois pas pourquoi on irait reprocher à ces pays, qui sont des pays émergents, qui sont arrivés, entre guillemets, à la civilisation après nous, mais qui veulent aussi profiter du bien-être que nous-mêmes nous avons créé, de reprendre les mêmes chemins. Et donc, il y a la particularité de certains pays émergents. On a vu récemment à ce qui s'est passé en Angleterre, à Manchester, où à la fin, c'est l'Inde et la Chine qui ont mis
qui ont changé le vocabulaire de la conclusion. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Alors, moi, je pense que c'est vraiment très dommage de penser qu'on ne peut pas tirer justement les leçons du passé. Heureusement, la médecine le fait et c'est comme ça qu'on avance avec les progrès de la médecine. Toutes les avancées qu'il y a eu au 19 et 20e siècle, notamment sur les problèmes d'hygiène, ont permis de baisser fortement le taux de mortalité et notamment le taux de mortalité infantile. Donc de dire que parce que les autres pays l'ont fait, ça justifie qu'on puisse le faire, je pense que c'est vraiment une erreur. Parce que justement, aujourd'hui, on réfléchit par rapport à cette démographie qui est galopante. Jusqu'au 18e, en fait, il y avait très peu de variations de la population mondiale. À l'horizon 2050, les prévisions parlent de 10 milliards d'habitants. Cette poussée démographique, elle a forcément des effets sur la propagation des crises épidémiques, les densités démographiques, les taux d'urbanisation. Maintenant, ces pays-là sont face à une problématique qui est d'abord une problématique financière parce que l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins, l'accès aux infrastructures, ports, aéroports, routes, pousse les personnes à aller des campagnes vers les villes. Donc ce n'est pas par choix ou parce qu'ils ont envie d'habiter la ville, c'est parce que ça leur donne justement accès à tout ça. Donc ce taux de progression de la population mondiale, concomitante avec ce taux d'urbanisation, pose forcément problème. Cependant, il y a quand même des pistes de réflexion qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a des études qui sont sorties disant que le taux de fécondité qui pose problème, parce que quand il est trop élevé, ça augmente bien sûr la croissance de la population mondiale. Il est très élevé dans les pays qui sont en développement ou les pays qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. Et une des pistes de solution est par exemple d'augmenter le taux de scolarisation des filles. Parce que quand les filles sont plus scolarisées, alors elles ont déjà une éducation, plus de réflexion par rapport à la famille. Et là, il y a certains pays où ça passe d'une moyenne de 8 à 10 enfants à 3 ou 4 enfants. Donc ça, ce sont des pistes qui sont tout à fait possibles à mettre en œuvre, comme le taux d'emploi des femmes, par exemple, qui baisse considérablement le taux de fécondité. Alors, parallèlement à ça, on est resté, nous, sur une idée, par exemple, de la politique de l'enfant unique de la Chine, qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Fin mai 2021, ils ont voté une loi pour encourager justement à avoir 3 enfants. Et ils donnent des subventions aux familles pour avoir 3 enfants parce qu'ils ont un problème de vieillissement de population. Sachant que quand la population vieillit, ce sont les personnes âgées, qui sont aussi plus vulnérables aux crises épidémiques. Donc vous voyez que c'est vraiment multifactoriel et que quand on prend une décision, effectivement, ça a des impacts positifs et négatifs, mais en tout cas, dire on va faire comme les autres pays parce qu'ils l'ont fait et on n'a qu'à le faire, nous, on pense que c'est complètement irresponsable. Il y a les virus, on protège les gens contre les virus et en les protégeant, est-ce qu'on prend soin, vous par exemple en tant que médecin, est-ce que vous avez un avis sur le fait que l'on développe aussi ce qu'on appelle les maladies non transmissibles ? C'est-à-dire, on voit par exemple les populations au Brésil, on voit des gens obèses très jeunes, une bouteille de coca vaut presque moins cher qu'une bouteille d'eau. Et est-ce que, d'une certaine manière, les maladies transmissibles ne sont pas aussi inquiétantes pour l'avenir que les maladies transmissibles ? Je fais allusion évidemment à l'obésité, je fais allusion aux maladies cardiovasculaires, etc. Oui, alors vous savez que pour qu'il existe une pandémie, il faut qu'il y ait une interaction entre 3 facteurs. Il y a un facteur qui est l'hôte. Donc, là, en l'occurrence, comme on parle de pandémie humaine, c'est l'être humain. Le deuxième facteur, c'est l'agent pathogène. Et le troisième facteur, c'est l'environnement. De plus en plus, les pandémies, en fait, deviennent des syndémies. Alors, je vous parlais un peu de concepts tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre ces concepts pour savoir comment
y apporter une solution, enfin en tout cas travailler à améliorer les choses. Qu'est-ce qu'une syndémie ? En fait, une syndémie, c'est une pandémie, enfin une épidémie qui ne prend pas le même visage en fonction de l'hôte dans laquelle il se développe. Alors, je vous explique avec le SARS-CoV-2, avec la Covid-19. Si vous êtes un peu âgé, c'est-à-dire plus de 60 ans, 65 ans, que vous êtes en surpoids, mais alors en franc surpoids, et qu'en plus vous avez de l'hypertension artérielle, vous n'aurez pas du tout les mêmes symptômes et le même pronostic si vous attrapez la Covid-19 que si vous êtes jeune et sans aucun problème de santé et mince et sportif. Ça veut dire que des facteurs intrinsèques à notre physiologie vont influencer l'évolution de la maladie. C'est ça qu'on appelle une syndémie, quand les facteurs environnementaux vont... Et donc là, en l'occurrence, si on devient obèse, c'est qu'il y a un défaut de l'alimentation. Si on a du diabète, ça peut être un défaut de nos gènes, etc., etc. Et donc ce phénomène de syndémie, lui, on voit bien qu'il allie cette pandémie, donc une maladie infectieuse, avec des maladies qui ne sont pas infectieuses, qui sont non transmissibles, comme l'épidémie. Alors on parle beaucoup de l'épidémie d'obésité, l'épidémie d'hypertension artérielle, etc., etc. Et c'est le croisement de ces différentes épidémies qui forment les syndémies. Et je pense que la Covid-19, c'est la première vraie syndémie auquel l'humanité a fait face. Vous avez eu à faire face, vous, à de nombreux cas comme ça? Ah bah oui, on le voit bien sûr au quotidien à l'hôpital. On sait maintenant on arrive quand même à savoir qui risque de passer, d'être hospitalisé et qui, quand il est hospitalisé, risque de passer en réanimation. Parce que maintenant, justement, en l'espace de 1 an, on a fait d'énormes progrès dans la compréhension de la physiologie, de la physiopathologie, c'est-à-dire de l'histoire naturelle de l'infection et de l'interaction avec tous ces facteurs environnementaux et ces facteurs personnels, dont les facteurs génétiques. Est-ce que sur cette pandémie qu'on connaît et qui n'est pas terminée, on s'en aperçoit chaque jour, est-ce qu'on peut dire que par rapport aux pandémies passées, il y a eu une prise de conscience internationale? Je pose une simple question de savoir à quel moment va-t-il y avoir une sorte de solidarité internationale qui passerait par des instituts, etc., qui pousserait à vacciner, puisque nous en sommes actuellement qu'au vaccin au pluriel, et qu'il n'y a pas de traitement, les populations qui ne sont pas vaccinées. Est-ce que, par exemple, sur des pays comme l'Afrique, des continents comme l'Afrique, etc., il y a énormément de potentiel de maladies du fait de pourcentage des populations qui sont vaccinées par rapport à celles qui ne le sont pas? On sait que, et on a la preuve, par ce qui s'est passé de façon historique, que la plupart des épidémies ont été maîtrisées par la vaccination. La première grande épidémie, c'était celle de la variole. La variole a disparu de la surface du globe parce qu'on a vacciné. Quand on a une épidémie qui est liée à un agent pathogène dont le réservoir est uniquement l'homme et non pas l'environnement ou l'animal, on peut envisager son éradication. Ça a été le cas avec la variole. Il y a eu un effort énorme international piloté par l'OMS qui a mené à l'élimination de la variole. Il y a d'autres virus dont on pourrait se débarrasser et pourtant on a énormément de mal, justement parce qu'on n'arrive pas à avoir une adhésion globale, internationale à la vaccination. C'est par exemple la rougeole. Alors on dit oui, la rougeole, finalement, l'impact de la rougeole est faible. C'est faux. L'impact de la rougeole dans les pays en développement est énorme. Chez les enfants, c'est responsable d'une mortalité infantile très importante. Et quand on a dans des pays développés comme les nôtres, en France, ne serait-ce que la France, une épidémie de rougeole, si l'épidémie n'est pas maîtrisée, les adultes peuvent en mourir parce que quand on est adulte et qu'on fait une rougeole, on va faire des pneumonies qui peuvent être extrêmement graves. On peut avoir également des pathologies neurologiques qui peuvent conduire au handicap et au décès. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas beaucoup? Et c'est l'un des arguments des anti-vax contre la rougeole, mais toutes les vaccins infantiles, c'est qu'en fait, en France, on a très peu de cas de rougeole. Mais on a très peu de cas de rougeole, il faut voir pourquoi on a très peu de cas de rougeole. Parce que la majorité, et heureusement, de notre population est vaccinée.
Dans les pays en développement, il y a beaucoup d'enjeux autour de la vaccination qui sont liés au coût, bien sûr, à ce qu'on appelle l'accès aux vaccins, donc la fabrication des vaccins, l'accès aux vaccins et également à l'acceptation du vaccin par la population. On a par exemple régulièrement des résurgences de la poliomyélite en Asie, en particulier au Pakistan, ou en Afghanistan, parce que les équipes de l'OMS qui vont vacciner sont prises à partie pour des histoires de religion et des histoires assez obscures de superstition, etc. Donc c'est vrai que c'est un combat de chaque instant et on le voit avec la Covid-19, combien la vaccination demande un effort énorme, individuel, mais également collectif, pour être accepté et faire en sorte de nous aider à sortir de cette pandémie. C'est vraiment une bataille de tous les jours. Et vous avez le sentiment, vous, qu'il y a eu une prise de conscience internationale où on passe au-dessus de ces intérêts catégoriels, individualistes, etc., pour essayer d'avancer d'une manière groupée. Est-ce qu'il y a un véritable sentiment de solidarité vis-à-vis du genre humain pour essayer d'éteindre ces pandémies? Vous ne parlez pas spécifiquement de la Covid-19, on est d'accord? Pas spécifiquement de la Covid. Pour les autres maladies. Alors oui, quand même. On voit qu'on a fait d'énormes progrès en termes de maîtrise de la poliomyélite. Non, je dis ça parce qu'après, on va parler éventuellement des remèdes. Bien sûr. Donc, c'est déjà savoir s'il y a eu un début, est-ce qu'il y a des signes encourageants de gens qui se disent « mais tout ça, c'est bien gentil, l'individualisme, l'égoïsme, l'intérêt commercial de chaque pays. Si on veut continuer à vivre comme il le faut, et nos enfants aussi, est-ce qu'il ne faut pas prendre conscience, est-ce qu'il est nécessaire et utile de s'allier contre le mal ?» Je pense, oui, qu'il y a une prise de conscience globale de la nécessité de lutter contre les maladies infectieuses. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle la Global Health, c'est-à-dire que la santé internationale, où on est tous interdépendants, et que pour éviter une épidémie à un endroit, il faut protéger, il faut éviter que cette épidémie n'émerge à un autre. Et on a des tas d'exemples de maladies infectieuses vers lesquelles on va vers l'élimination, par exemple l'hépatite B, on va vers l'élimination de la poliomyélite, etc., parce qu'il y a un effort collectif international de vaccination indépendante de tout intérêt financier. Par exemple, l'organisme Gavi permet de mettre à disposition des pays du Sud, en particulier les pays africains, de nombreux vaccins gratuitement ou à des prix extrêmement bas, si tant est que les gouvernements de ces pays incorporent dans leur politique de santé publique la vaccination. Et c'est un effort de chaque instant, mais qui porte ses fruits. Mais par exemple, en Chine... C'est très inégal quand même. Alors évidemment, c'est très inégal, mais par exemple en Chine, où l'hépatite B était une maladie mortelle et le cancer du foie par hépatite B, le premier cancer, la première cause de cancer au foie du monde, eh bien, la Chine, qui avait un taux de prévalence extrêmement élevé de l'hépatite B, de l'ordre de 15%, va être le premier pays à atteindre l'élimination de l'hépatite B d'ici 5 ans, parce qu'ils ont massivement investi dans la vaccination dès la naissance, ce qui va permettre d'atteindre un seuil de transmission de l'hépatite B très bas, beaucoup plus bas que chez nous, par exemple, où nous, on a du mal à imposer la vaccination de l'hépatite B, et donc il va permettre d'éliminer cette maladie. Donc il y a des efforts internationaux qui sont faits, beaucoup supportés par l'OMS, et qui ont déjà permis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'éradiquer la variole et d'être en bonne voie, par exemple, pour l'élimination de la poliomyélite. Quelles sont les pandémies actuelles qui sont toujours traitées sous forme de vaccins et non plus de traitements? En gros, la plupart des pandémies qui sont dues à des virus n'ont pas de traitement. Il y a très peu de maladies virales qui ont des traitements antiviraux efficaces. On le voit avec le SARS-CoV-2.
le traitement, les médicaments qu'on a, le vaccin ne permet pas d'éliminer le virus, il permet de diminuer tout de même la contagion, mais surtout il permet de diminuer le risque de faire une forme sévère et donc d'être hospitalisé et d'en décéder. Et la plupart des infections virales n'ont pas de traitement antiviral. C'est donc la vaccination qui permet de contrôler ces maladies. C'est un point sur lequel il fallait être précis. La mondialisation, elle ne va pas s'arrêter. Elle peut de temps en temps fermer ses portes. Encore ce matin, j'ai entendu qu'il y avait des pays qui fermaient leurs frontières. Mais la raison même, depuis l'origine de l'humanité, tout est basé sur les échanges, le commerce, les voyages, avec tout ce que ça transporte, comme sur les maladies, etc. Comment va-t-on faire? Alors, je voulais... Pour l'idée que vous vous en faites. Je voulais d'abord revenir juste sur quelque chose, mais c'est en lien avec votre question, sur les maladies non transmissibles, par exemple l'obésité, le diabète, l'hypertension, etc. Nous, il y a quelque chose où on a essayé de réfléchir. On a pris le problème un peu à l'envers, parce qu'on s'est dit que si on part du principe que 2/3 des maladies infectieuses sont zoonotiques, ça veut dire qu'il y a une transmission entre les animaux et les hommes, qu'il y a un boom démographique et que ça, c'est pas en voie de s'arrêter, qu'il y a donc un taux d'urbanisation qui est propice au réchauffement climatique, à la pollution. Il y a des effets sur les pandémies. Il y a aussi, on n'a pas parlé du problème de la sédentarité, parce que quand il y a de l'urbanisation, il y a de la sédentarité. Donc, ça augmente l'obésité. Vous disiez à juste titre qu'une bouteille de coca au Brésil est moins chère qu'une bouteille d'eau. Donc, il y a toute l'industrie agroalimentaire qui joue un rôle là-dedans. On dit quelque chose qui n'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est vrai que ce sont les pauvres qui sont les plus gros. Et ça se vérifie pour plein de raisons. Et donc, en fait, nous, on s'est posé la question suivante, étant donné qu'il y a de plus en plus de virus et des risques épidémiques, si jamais on ne prend qu'une part, qu'une facette du problème, ça veut dire qu'il faudrait inventer un vaccin pour chaque virus. Et par exemple, là, avoir une dose vaccinale aussi pour chaque variant. Et nous, on n'est pas du tout anti-vaccin. On dit simplement que le problème doit être aussi posé parallèlement à la résolution et à la progression des maladies non transmissibles, puisque, vous le disiez tout à l'heure, les facteurs de comorbidité ou quelqu'un qui est obèse a beaucoup plus de problèmes par rapport à la Covid. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on insiste sur cette vision globale, parce qu'on se dit que si chacun, en fait, travaille dans son coin sans coopération et sans approche globale, à ce moment-là, on ne va faire que quelque chose qui va être à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait puisqu'on y est. Donc, c'est ça qui pose problème pour nous, d'arriver en fait à un niveau justement de mondialisation qui est plus soutenable et qui a des impacts beaucoup plus forts. Et là, il y a beaucoup de médecins qui disaient qu'ils n'avaient pas eu la possibilité, par exemple, de traiter en réa des urgences parce que les réa étaient submergés par des cas de Covid-19. Donc, nous, par rapport à ça, voilà, on a une vision vraiment qui se veut globale. Pour répondre à votre question, faut-il démondialiser? Je pense que c'est votre question. Nous, on ne pense pas qu'il faille démondialiser. Il faut absolument que la mondialisation se fasse autrement. Et il y a plein de moyens. On a pensé à plein de solutions pour faire une mondialisation qu'on appelle soutenable, exactement comme la dette. Il y a plein de problématiques sur la dette soutenable. Démondialiser, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire arrêter les échanges. On a eu 2 guerres mondiales quand même, entre 14-18, 39-45. Juste après ces 2 guerres mondiales, l'organisation, c'était d'abord le GATT, puis qui s'est transformé en 95 en Organisation mondiale du commerce,
qui a permis d'augmenter les échanges. Et on sait très bien que quand des pays commercent entre eux, alors il y a vraiment des risques de conflits qui sont fortement diminués. Et donc ça, c'est très important. J'ai entendu aussi des gens qui disaient pour éviter les voyages, il faudrait que les jeunes ils aillent passer les vacances chez la grand-mère plutôt que d'aller dans les pays, ça éviterait les flux touristiques, etc. Nous, on dit quel dommage. Dans toutes les écoles post-bac, maintenant, il y a 1 an de césure pour justement aller voir le monde et justement pour se rendre compte de ce qui se fait ailleurs et travailler collectivement. Donc, démondialiser, non. Mondialiser autrement, en prenant en compte, par exemple, la santé comme bien commun mondial, parce que vous disiez qu'il fallait la mondialisation, l'environnement et la santé, ça doit être un trio qui fonctionne ensemble. Vous voyez que l'environnement, il a quand même été intégré à beaucoup de réflexions. La santé, très peu, en fait, finalement. En tout cas, on en parle très peu en lien avec l'environnement et avec la mondialisation. Donc c'est un domaine un petit peu à part et nous on pense que tant que la santé ça sera un domaine à part, eh ben, on ne pourra justement pas résoudre parce que quand on fait une solution d'un côté, ben, on détricote de l'autre. Donc par exemple ce problème de sédentarité, c'est un gros problème dans les pays occidentaux et dans les pays en développement. Ce problème d'obésité est vraiment un problème d'avenir. Au Brésil, par exemple, 1 enfant sur 2 est atteint d'obésité. Et donc, ça pose des problèmes depuis tout petit sur beaucoup de maladies. Et en fait, du coup, quand la personne attrape un virus, ça prend une ampleur incroyable. Et donc, étant donné que les virus font partie du monde des vivants, on ne peut pas dire du jour au lendemain, on va tout arrêter et comme ça, les virus ne circuleront plus. Ça n'est pas possible, ça n'est pas viable. Et en plus, il y a un problème de pouvoir d'achat parce que les échanges permettent aussi qu'il y ait des prix abordables et des échanges aussi de compétences entre les pays. Mais ça voudrait dire, si je vous suis bien, que pour l'avenir, puisque c'est de ça dont on parle, on est déjà dans le domaine un peu du remède et de la réflexion sur les remèdes. Ça veut dire que chaque fois qu'on achète quelque chose, j'ai vu récemment, moi je ne suis pas un expert, que lorsqu'on achète un produit, vous avez maintenant des barres de couleurs, et plus vous allez vers le rouge, et moins on vous le recommande. Est-ce qu'il y aura quelque chose, si je fais un jour un voyage, je suis un peu dans la poésie là, mais ça permet de... Est-ce que si un jour je fais un voyage, j'aurai sur mon billet d'avion une sorte de graduation sur l'aspect sanitaire, en disant, si vous pouvez vous en passer, c'est vraiment que ce soit nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Je connais des gens qui font des améliorations de la langue anglaise en allant en Nouvelle-Zélande, alors qu'ils pourraient très bien aller en Irlande. En Irlande. Mais donc, quel sera dans le domaine des achats? J'ai vu récemment, pour parler de la Nouvelle-Zélande, qu'il y avait dans un supermarché des pommes à des prix compétitifs qui venaient de Nouvelle-Zélande. Il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de pommes dans la région. Hein. Et comment va-t-on... Alors, est-ce qu'il y aura une alerte sanitaire, une information, je préfère le mot, information sanitaire, dans l'avenir sur chacune des démarches d'achat ou de déplacement qu'on va faire? C'est une des pistes qu'on propose et ça rejoint exactement, si vous avez assisté à la dernière conférence, nous on prône vraiment une information. Après, chacun est responsable, mais si on n'a pas l'information, on ne peut pas en fait faire des choix éclairés. Et cette information dont vous parlez, nous, on pense qu'elle est absolument indispensable. Si des lois doivent être faites, les lois doivent aller dans ce sens, avec une information sur les impacts sanitaires de tels produits qu'on peut acheter, avec des codes simples à lire, et quand on fait un voyage aussi. Et on pense que sans cette information, effectivement, il ne peut pas y avoir de prise de conscience. Parce que nous, on ne pense pas les discours culpabilisants auprès des individus. On pense que c'est vraiment pas normal parce qu'on ne peut pas tout demander aux individus alors qu'ils n'ont pas la possibilité de s'informer correctement. Donc les révoltes suite aux crises sanitaires, depuis le XIIe siècle, ça existe, c'est tout à fait normal. L'inflation après les crises sanitaires, c'est tout à fait normal aussi. Il y a une augmentation de la demande, une restriction de l'offre. Donc tout ça, on s'en étonne, mais en fait, c'est pas du tout inédit.
ce qui doit changer, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, cette information sur les produits, sur les transports, sur tous les flux pour que les gens puissent choisir. Et on parlait des enfants aussi. Enfin, moi, j'ai aussi des enfants et à chaque fois que je leur ai laissé le choix, j'ai été très étonnée. Par exemple, combien de temps tu veux faire de jeux vidéo par semaine ? Je leur ai posé cette question en leur expliquant les points positifs et négatifs et ils m'ont répondu 2-3 heures. Alors que si on n'en discutait pas, ils faisaient des heures et des heures par semaine. Donc je pense que nos enfants, comme nous-mêmes, on est plus responsables que ce qu'on peut nous dire. Simplement, il faut être informé et bien informé. Votre avis de médecin sur l'information sanitaire à venir dans nos usages? Oui, alors on a bien vu, donc ça effectivement on en a pas mal parlé à la conférence précédente. On a vu avec la Covid-19 que l'origine des mouvements complotistes et des mouvements anti-vax venait pas de gens qui sont formellement opposés avec un discours intellectuel construit, pour la plupart, mais souvent ce type de révolte et d'opposition frontale vient de personnes qui sont dans l'angoisse de l'inconnu, qui sont dans la terreur de l'incompréhension de ce qui se passe, qui mènent à avoir des attitudes extrêmes. Et je crois beaucoup à la pédagogie, et c'est une attitude qui m'a animée pendant ces 18 mois de pandémie, de la pédagogie, de façon à rester sur cette ligne de crête entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, délivrer des messages qui sont basés sur la connaissance en faisant bien comprendre que cette connaissance, elle est évolutive, en particulier dans le contexte actuel avec une maladie dont on n'avait jamais entendu parler, justement parce qu'elle n'existait pas il y a 2 ans, un nouvel agent infectieux, et évidemment une acquisition de connaissances qui s'améliore au fil du temps. Donc la pédagogie, pour rejoindre ce que vous venez de dire, est extrêmement importante pour qu'en conscience, on puisse faire les choix qui nous concernent. Vous avez un avis là-dessus? Non, alors moi sur la santé humaine, en fait, je suis citoyenne, j'ai pas fait de travail en particulier, c'est vraiment sur les questions de santé animale que je peux parler. Très bien. Autre chose à ajouter sur le sujet? Est-ce que vous voyez encore des remèdes, puisqu'on en est l'information, la pédagogie? Oui, l'information, la pédagogie. Dans les pays en développement, vraiment une pédagogie, comme on en parlait sur le taux de scolarisation des enfants, le taux d'emploi des femmes. La santé comme bien commun mondial, c'est-à-dire qu'on considère qu'on peut travailler au niveau mondial. Ça peut être compliqué parce qu'il y a des différences, mais travailler au moins au niveau des régions qui sont déjà économiquement très structurées. On a plein de régions, donc l'UE on connaît, mais l'ALENA, le Mercosur, l'ASEAN pour les pays d'Asie du Sud-Est, il y a déjà plein de structures qui sont en place. Ne pas ajouter des lois pour ajouter des lois, mais légiférer pour cette information, c'est pas très compliqué. On peut quand même admettre que le combat va être rude parce que on a affaire à des intérêts. La base des échanges commerciaux, c'est quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est quand même le profit. Il y a la notion de profit. Oui, mais quand vous avez des fermetures de frontières, la perte de profit... Et la perte de profit est terrible. Mais si vous voulez, cette information sanitaire, elle va se heurter aux grands groupes industriels. On a vu ce qui se passe avec des groupes, comment dirais-je, sur l'accaparement des terres, etc. Donc il va y avoir là un vrai rapport de force. L'information sanitaire, par exemple, sur le lobby des voyages. Alors un vrai rapport de force, mais nous on a quand même eu pas mal d'échanges avec des grands groupes. Et en fait, il y a des grands groupes qui ont beaucoup souffert. Vous pensez que c'est leur intérêt?
ça peut être leur intérêt, oui, je pense que ça peut être leur intérêt, et qu'en fait, s'ils ne voient pas, et il y en a beaucoup qui ne voient quand même pas à si court terme que ça, parce qu'ils ont réalisé, ça a quand même été un choc. Le profil à court terme, il a été arrêté pour de nombreux grands groupes, et heureusement que les États, en fait, ont pris le relais, mais ils savent très bien que les dettes ont flambé, qu'il y a de l'inflation. Le coût des matières premières pour ces grands groupes flambe aussi. Donc, c'est pas une bonne affaire. Donc ils réalisent vraiment, quand on discute avec eux, avec des grands dirigeants, qu'il va falloir aussi changer leur paradigme s'ils veulent continuer à faire du profit. Et vous avez tout à fait raison, c'est leur moteur et c'est leur droit. Mais en tout cas, ils savent très bien qu'ils doivent aussi changer de paradigme pour continuer à faire ce profit. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait là une sorte de panorama de constat de la situation actuelle, et puis une petite ouverture, petite, hein, mais en même temps, il y a quand même une petite flamme, hein, on le voit bien. Alors j'imagine que ça amène beaucoup de questions. Est-ce que vous en avez? Et s'il y a des personnes... Alors... Donc le micro pour les gens, vous savez que je ne peux pas vous le passer, hein, je le garde dans la main et vous parlez. Bonjour. Simplement, je suis médecin et psychiatre, hein, je ne suis pas du tout infectiologue. Quand vous parlez de... Ma question est pour Karine Lacombe. Ma question est pour Karine Lacombe. Quand vous parlez de faire de la pédagogie, ce qui à mes yeux est très important, ce qui à mes yeux a aussi posé problème ces derniers temps, c'est que les scientifiques, dans la science, il faut douter. On doute quand on fait de la science, enfin, vous le savez bien mieux que moi. Et quand on fait cette pédagogie de dire qu'on ne sait pas ou qu'on doute, c'est là où on crée aussi de l'angoisse. Alors comment faire ? Bah oui, vous avez raison. C'est vrai que peut-être c'est vrai que c'est difficile. Peut-être qu'une des positions à avoir, c'est d'être humble et de partir de ce que l'on sait et expliquer pourquoi ces connaissances peuvent évoluer dans le temps pour aboutir à ce qu'on ne sait pas encore, mais donc, mais plutôt donc, sur quoi on va travailler pour améliorer les connaissances. Ce qui est difficile, c'est quand on assume, quand on affirme des choses qui s'avèrent être fausses, parce que c'est là qu'on va instiller le doute, et que chez des personnes qui sont anxieuses, instiller le doute parce qu'elles se rendent compte un peu plus tard que ce qu'on leur a dit auparavant était faux, est extrêmement délétère. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ligne de crête. Hein, c'est compliqué, la pédagogie, mais quand on est soi-même humble dans la connaissance que l'on partage, on arrive en général à avoir ce chemin, à suivre ce chemin de crête et à faire finalement évoluer et rassurer la population. Bonjour, c'est une question à Anne Levasseur. Comment voyez-vous le demain des pandémies ? Alors, nous, on a une vision plutôt optimiste par rapport à tout ce qu'on vous a dit, par rapport, à la prise de conscience et aux progrès médicaux qui sont faits, parce qu'on pense que vraiment, il y a des progrès médicaux qui sont faits. 2, parce que cette crise de la Covid, elle a forcément eu des impacts sur les individus, ça on le voit tous, mais vraiment en rencontrant les entreprises, que ce soit des petites entreprises ou des grands groupes, on s'aperçoit qu'un dirigeant d'un grand groupe, il n'est pas que dirigeant d'un grand groupe, il est aussi père, par exemple, de famille, il a des liens sociaux. Et nous, on a été, on va dire, presque agréablement surpris par cette prise de conscience aussi. Alors, bien évidemment, il y aura des lobbies, des résistances, mais il y a beaucoup d'initiatives locales et régionales
Et bon, ce festival, par exemple, moi je me dis, il aurait pu ne pas se tenir, par exemple, il se tient avec 180 bénévoles, enfin, voilà, à des échelles locales et régionales, ça bouge énormément. Et nous, en tout cas, en faisant ce livre, on a senti vraiment qu'il y avait un mouvement de fond. Donc, nous, on n'est pas optimiste sur le nombre de virus qui vont circuler, mais de la manière dont ça peut être traité, appréhendé, et sur cette prise de conscience. Ma remarque s'adresse à Lucille Leclerc. Ça s'intitule « Pandémie et demain ». Vous avez parlé d'alimentation, apparemment on n'en a plus parlé. C'est très important, hein, la maladie repose aussi sur le fait si on s'alimente bien ou on va dire bio, pas bio, etc. La diversité aussi dans notre alimentation. On a parlé aussi du nombre de gens, on est de plus en plus de milliards dans le monde. Donc, est-ce que c'est important aussi de nourrir toute la population mondiale ? Merci pour votre question. Alors, sur le plan de la santé animale, la diminution du nombre d'antibiotiques, par exemple, dans les élevages, est un progrès, parce qu'on sait que l'antibiorésistance cause chez les humains des gros dégâts. Donc voilà, ça c'est vraiment sur le versant bactériologique. Ensuite, sur le plan viral, je pense qu'il y aurait aussi des choses à dire. Oui, en fait, les deux sont vraiment interreliés. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette connexion entre l'agent pathogène, l'hôte et l'environnement. La santé animale fait partie de l'environnement, mais les agents pathogènes peuvent également venir des animaux. On en a parlé tout à l'heure, les zoonoses, et on voit bien que les trois sont extrêmement liés. On vient de vous parler de l'antibiorésistance. On sait que l'un des facteurs majeurs de l'émergence de l'antibiorésistance à la surface du globe vient de l'utilisation d'antibiotiques de façon massive dans les élevages, en particulier de volailles, et en particulier en Asie du Sud-Est, où il y a des élevages énormes de poulets, qui sont que l'on gave d'antibiotiques pour aider à la croissance, et on a pu corréler en fait la consommation antibiotique dans les élevages d'animaux avec l'intensité de l'antibiorésistance. Par exemple, en Asie, il y a des antibiotiques que l'on ne peut plus du tout utiliser parce qu'on sait que plus de 60% des souches de bactéries vont être résistantes à ces antibiotiques. Donc on vit vraiment dans un monde où on est totalement interconnectés, les hommes, les animaux, l'environnement, et que agir, et on parlait tout à l'heure des remèdes pour les pandémies futures, ça serait d'agir à chacun des niveaux qui permettent l'émergence de pandémies si on ne fait pas attention. Oui, ce que je pourrais ajouter aussi sur le côté vraiment santé animale, c'est que donc en fait au niveau mondial, les choses sont assez bien organisées sur le sujet de la santé animale. On a un équivalent de l'OMS pour la santé animale qui s'appelle l'OIE, l'Organisation mondiale pour la santé animale. Mais aujourd'hui, cet organe politique international fait une réponse qui est inadéquate pour répondre aux problèmes des épidémies dans les élevages. Cette réponse, elle s'appelle la biosécurité. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, c'est tout simplement un répertoire de normes. Et ces normes poussent à industrialiser les élevages. C'est-à-dire que pour éviter qu'on ait une peste porcine qui se diffuse, pour éviter qu'on ait de la grippe aviaire, en fait, on confine les animaux et on conseille d'élever une seule race. Donc, en fait, on est face à un remède qui est en même temps un poison, et c'est toute la contradiction de la biosécurité. Elle existe donc au niveau international, c'est une norme, mais en France, ça a été inscrit dans la loi depuis le 16 février 2016. Et si vous discutez avec des éleveurs autour de vous, notamment les éleveurs de volailles, les éleveurs de porcs,
ils sont contraints aujourd'hui d'appliquer ces normes de biosécurité. Et moi, je connais des éleveurs qui ont été contraints d'enfermer leurs animaux pour répondre à ces normes, ce qui est une absurdité. Oui, parce qu'on a bien vu que c'était la promiscuité qui favorisait l'expansion des épidémies qui deviennent des pandémies, donc soit chez l'animal ou chez l'homme. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait plus de questions. Il y a encore quelques questions. C'est une question à Lucille Leclerc. Comment vous verrez, pour que tout se passe bien au niveau du monde animal, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait au niveau des élevages, au niveau au niveau de la consommation, on dit qu'il faut beaucoup moins consommer, mais bon, est-ce qu'on peut avoir d'autres réflexions un peu plus? Oui, bien sûr. Merci pour votre question. Alors, la biosécurité dont je parlais à l'instant, elle part d'une bonne intention, pardon, mais c'est une mauvaise réponse. Alors justement, pour moi, les réponses, elles sont nombreuses. Donc, au départ, pourquoi est-ce qu'on a industrialisé à ce point l'élevage? C'est aussi pour répondre à une augmentation de la consommation de viande. Donc, une des réponses qui me semble évidente, c'est la diminution de la consommation de viande. Et je pense que les professionnels de santé à côté de moi seraient aussi peut-être convergents sur cette remarque. Ensuite, ce que je défends dans mon livre, c'est la diffusion de l'élevage paysan, puisque comme je le disais tout au début, les virus, les épidémies dans les fermes, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Vous me demandiez tout à l'heure, Albert, est-ce que ça a été créé par l'élevage industriel, voilà, sur un temps un peu provocateur. En fait, on ne va pas se débarrasser des virus, ni dans le monde animal, ni dans le monde humain. Enfin voilà, ça fait partie de la vie. Simplement, aujourd'hui, on a ces élevages industriels qui sont des vrais moulins qui décuplent en fait la portée des épidémies animales. Et donc, voilà, pour moi, après cette enquête, ce que je peux dire, c'est que l'élevage paysan, au moins, il ne va pas être un catalyseur aussi important que l'élevage industriel. Donc on pourrait dire que le retour actuel à une consommation qui est plus locale avec le circuit court est une des réponses qu'on pourrait apporter à notre petit niveau à ces problèmes de pandémie. Plus d'autres questions? Alors je me lève et je voulais d'abord vous remercier en cet après-midi hivernal d'être venus si nombreux, et je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci.